j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de vos opinions, par rapport au monde du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Mais avant ça, bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Valentine, je suis entrepreneur, je suis passionnée d'entrepreneuriat, il y a d'autres choses qui me passionnent. Mais globalement ici, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, parfois on se fait des épisodes un peu plus chill aujourd'hui, où voilà, on se partage nos avis, on parle de l'actualité, du monde du business en ligne, etc. etc. Et sur les autres vidéos, je vous fais des portraits d'entrepreneurs, je vous fais des analyses de lancement, de formation en ligne. Bref, il y a encore plein de chouettes contenus qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd qui arrive. Bon alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'excuse encore une fois pour le côté assez sombre de cette vidéo. Je sais, on ne dirait pas, mais je vous jure que j'ai une ring light en face de moi qui m'aveugle, que j'ai absolument tous mes rideaux, volets, etc. qui sont tirés de manière à laisser rentrer un maximum de lumière alors que je n'ai que des baies vitrées dans mon appartement. Et pourtant il fait toujours aussi sombre, et ben oui comme disent Orelsan et Stromae dans leur chanson Il fait beau. Et ben voilà, chez moi il fait beau, on a le beau de Belgique, le beau gris, qui est juste l'horreur pour tourner du contenu visuel. Donc voilà, c'est pas grave, vous allez encore vous farcir cette qualité de vidéo jusqu'à ce que la météo belge se rende compte que ça y est, c'est le printemps, il est peut-être temps que le soleil arrive. Bon, est-ce que ça va nous empêcher de faire une chaude vidéo? Absolument pas, et c'est parti pour aujourd'hui, tag Unpopular Opinion. Alors, quand j'ai expliqué sur Instagram le sujet de la vidéo, je pense qu'il n'a pas été très bien compris. Je ferai l'effort de mieux réexpliquer la prochaine fois. Alors le tag Unpopular Opinion, qu'est-ce que c'est sur YouTube? En fait, vous devez tout simplement me partager une opinion qui va à l'encontre de ce que la majorité des gens disent, d'où opinion impopulaire. Et donc en général, c'est vrai que dans ce genre de tag, on a plutôt des phrases, des partages qui disent je trouve qu'en réalité ceci c'est de la merde, ou je trouve que ceci c'est has-been alors que tout le monde trouve que c'est génial. Donc voilà, on est plutôt sur des avis, sur de l'opinion. Vous allez voir ce que j'ai reçu aujourd'hui, on est plutôt sur du j'en ai marre de voir cela, avec juste parfois des mots-clés. Bon, c'est pas grave, le but c'est de parler de l'actualité, de certains sujets, de revenir, également de vous dire si je suis d'accord avec vous, est-ce que je considère que c'est un petit peu nul comme pratique, est-ce qu'il y a des choses qui sont has-been, donc on va quand même se débrouiller pour faire quelque chose de sympa comme d'habitude, vous le savez, moi je suis sans filtre, donc je vous dis réellement ce que je pense sur certains sujets. Alors c'est parti, on parle, et alors pour le coup j'ai mis en premier le seul exemple entre guillemets qui fait vraiment opinion, qui est je n'ai vraiment pas envie de pouvoir bosser de n'importe où dans le monde. Alors moi je suis d'accord avec ça, et c'est vrai que c'était le truc qu'on voyait pendant des années, travail de partout dans le monde, soit libre au niveau géographique. Alors moi je trouve ça très cool d'avoir la liberté de pouvoir partir en vacances quand on le souhaite, mais c'est clair que moi partir et faire du digital nomadisme toute l'année, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé, qui ne m'a jamais attiré, et donc je suis totalement d'accord, et je pense qu'en fait on est quand même plusieurs à avoir cette opinion, et que donc elle n'est pas si impopulaire. Pourquoi? Parce que c'est quand même chiant d'être constamment en train de bouger, de vivre avec uniquement un sac à dos, une valise, son laptop, et devoir vivre d'Airbnb en Airbnb. Ça peut être très sympa, je pense que ça peut être très sympa sur une période de vie, si on a vécu des périodes compliquées, qu'on a besoin de se débarrasser de beaucoup de choses au niveau matériel. Je pense que ça peut faire vraiment du bien, mais sur le long terme, effectivement, et moi je dois dire, je suis assez confortable dans ma vie ici à Bruxelles. J'ai eu la chance d'être propriétaire assez tôt, donc ça m'ennuie au niveau logistique de mettre cet appartement en location, tout simplement quand je suis partie. Et surtout, en fait, j'ai mon petit confort chez moi, j'ai mes amis, j'ai ma famille, et j'ai pas spécialement envie de aller la moitié de l'année travailler à l'étranger, aller 4 mois à Bali, 4 mois là, 4 mois là, après pouvoir partir en vacances. Et je dois dire qu'en ce moment, je n'avais rien prévu pour cet été, mais je pense qu'on va avoir un été de merde ici en Belgique, et donc clairement, partir en vacances, ça va être important. Mais être digital nomade, non. Donc, totalement d'accord avec cet avis. Donc voilà, vous allez voir que pour la suite de la vidéo, c'est pas du coup des avis, des opinions, c'est plutôt des tendances. Enfin voilà, comme ici par exemple, l'utilisation de mots vides, iconiques, pépites, incontournables.
Oui et non, je suis d'accord sans être d'accord. C'est vrai que parfois il y a des mots qui sont un peu bateaux dans le marketing et que ça veut pas dire grand chose. Après, encore une fois, il faut toujours savoir est-ce que ça parle à votre audience ou pas. Moi, typiquement, si je vois par exemple une formation en ligne qui va dire deviens une pépite iconique et incontournable, ça me parle pas trop parce que c'est pas, je suis très terre à terre. Moi, j'ai besoin d'avoir des choses où on explique bien clairement ce qu'on va faire, donc je ne vais absolument pas être attirée par cela. Mais ça peut attirer certaines personnes et ce qui est bien également avec ce type de mots et avec le langage que vous utilisez et avec globalement tout ça, ça fait partie en fait de votre marque, que vous travaillez avec un personal branding ou que vous travaillez avec une marque business, c'est important de savoir avec quel type de vocabulaire vous vous adressez et il faut que ce soit le vocabulaire que votre clientèle cible va comprendre et un vocabulaire qui va l'attirer. Donc oui, 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 c'est important d'utiliser des mots comme iconique, pépite, incontournable et je pense que les personnes qui utilisent ce type de mots, ben, tout simplement, tu n'es pas dans leur cible parce que ça ne te parle pas et d'ailleurs tu le dis, ça fait vide. Mais il y a peut-être des personnes, au contraire, que ça les inspire parce qu'elles se disent « je veux aussi être iconique ». Donc voilà, je suis plus ou moins du même avis, hein. Moi aussi ça me parle pas trop, mais il faut savoir que ça parle à certaines personnes et ça permet de faire le tri au marketing. Donc vraiment, c'est un exercice à savoir et il faut savoir quel type de mot est important pour votre audience. Alors, troisième avis, j'adore, on a un sujet hyper important là. Les gens qui se définissent mentors alors que ça fait 3 ans qu'ils sont en business. Alors, on va revenir d'abord, avant que je vous donne mon avis et que je vous dise si je suis d'accord avec ça ou pas. On va revenir sur la définition très rapidement sur coach, consultant et mentor, parce que ce sont bien 3 choses différentes et c'est vrai que souvent c'est assez mixé. Donc le coach, ça va être typiquement quelqu'un qui ne va pas vous donner de conseils, qui ne va pas vous dire ce que vous devez faire, il va plutôt vous aider à trouver les réponses en vous. Typiquement, un coach, ça va être quelqu'un qui va être parfait, par exemple, si vous avez besoin d'un petit peu retrouver du sens au niveau professionnel. Voilà, si vous ne savez pas trop si vous devez rester dans votre point actuel, si vous devez juste changer d'entreprise. Bref, ce genre de questions, c'est là qu'un coach, par exemple, en développement de carrière, ça peut être super intéressant. Ne pas avoir quelqu'un qui va arriver avec ses grands sapots et dire « moi j'ai fait ça, tu dois faire ça aussi, et voilà, fais comme ça, c'est ça la tendance du moment », mais plutôt qu'il va vous poser les bonnes questions pour que vous vous trouviez pour qu'au final vous trouviez les bonnes réponses et que vous trouviez la solution dont vous avez besoin. Donc ça, c'est le coaching et ça peut être dans plein de domaines différents. À côté de ça, on a également le consultant. Donc le consultant, lui, c'est quelqu'un qui va venir et qui va donner son avis extérieur sur ce que vous faites. Donc c'est vrai qu'en général, le consulting, c'est plutôt dans le monde business. Donc par exemple, vous pouvez engager un consultant en marketing qui va venir analyser ce que vous faites au niveau marketing dans votre activité et qui ensuite va vous donner des conseils. Le consultant, il ne doit pas spécialement avoir déjà réalisé ce qu'il vous enseigne. Donc, par exemple, un consultant en marketing, il a le droit d'être consultant même s'il n'a jamais eu de business et qu'il ne s'est jamais occupé du marketing de son propre business, par exemple. Ça ne l'empêche pas d'aller conseiller d'autres entrepreneurs parce que le consultant, typiquement, c'est quelqu'un qui est censé être un minimum expert et qui a une grande connaissance en plus de son domaine et qui va pouvoir, du coup, en fonction du business, en fonction de l'entrepreneur, également définir plusieurs types de stratégies, éventuellement choisir certaines stratégies. Moi, en début d'année, quand j'ai refait un peu de consulting en one-to-one, là, j'avais vraiment ma casquette de consultante où je faisais l'audit des business et ensuite, j'allais apporter différentes solutions. Je n'allais pas spécialement dire, voilà ce que je fais chez moi, voilà ce que moi je ferais, mais j'ai été chercher les solutions qui s'accordaient le plus au business, même si c'est des choses que moi, personnellement, j'aimais pas spécialement faire ou que j'avais pas spécialement appliqué, entre guillemets, dans mon business. Alors, le troisième chose, c'est quoi? C'est donc mentor. Et le mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose et qui explique comment il l'a fait aux personnes qui veulent la même chose. Donc typiquement, moi, quand j'ai ma casquette de mentor, ça va tout simplement être quand j'explique mon parcours, quand j'explique les stratégies que j'ai utilisées. Là, c'est du mentoring et voilà, tout simplement. Alors déjà, le mentoring, c'est pas que en business, c'est vrai qu'en général, c'est des termes qu'on entend en business, mais on peut avoir des mentors dans tous les domaines au final et dans tous les domaines de la vie. Et donc, est-ce qu'il faut avoir fait 3 ans de business pour être mentor business comme ici dans l'exemple? Eh bien, je ne pense pas. Je pense que ça dépend un petit peu. En fait, mentor en quoi? Le plus important toujours, c'est de trouver des personnes qui ont réalisé
ce que vous avez envie de faire. Et donc, imaginons si vous, votre but, c'est d'atteindre je ne sais pas moi, les 10 000 followers sur Instagram, je prends un exemple bateau, et que vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu 10 000 followers sur Instagram et que vous avez envie de connaître comment il a fait, eh ben ça c'est du mentoring. Et c'est pas grave si cette personne l'a fait en 6 mois ou qu'elle est experte Instagram depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Bon, ça c'est pas possible, Instagram n'existait pas, mais vous avez compris le principe. Donc pour moi, on a le droit d'être mentor business si ça fait 3 ans qu'on est en business. Tant qu'on explique les choses qu'on a réalisées soi-même, qu'on ne gonfle pas les résultats et qu'on ne fait pas des promesses qui sont gonflées, pour moi, il n'y a pas trop de soucis, sachant qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir, en termes de mentoring, quelqu'un qui est 10-15 ans plus loin que nous, entre guillemets. En général, on dit c'est toujours bien de se faire aider par la personne qui est juste au-dessus, qui est juste l'étape au-dessus. Sinon, après, il y a trop de dissonance et le mentor, éventuellement, il va être trop déconnecté de nos problématiques. Donc voilà, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et voilà, et on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo sur les coachs Insta qui n'avaient peut-être pas spécialement de followers pour être coach Insta. Voilà, tout ça dépend de tellement de facteurs. Donc je ne pense pas qu'il faut s'arrêter uniquement à ça. Alors, prochaine, alors là on est dans de l'opinion quand même. Les mèmes sur Insta, mais pourquoi ? Parce que c'est génial, les mèmes sur Insta, c'est les posts qui fonctionnent le mieux, c'est les plus rapides. Moi j'adore faire des mèmes, de toute façon si vous suivez le compte de Prêt-à-Poster ou le compte de Selfmade, vous savez, moi c'est du contenu que j'adore utiliser sur le contenu de marque, c'est facile à faire, c'est drôle, ça permet d'avoir plein de nouveaux abonnés parce que c'est un type de contenu que les gens partagent, donc c'est bon pour l'algorithme et c'est le type de contenu qui se retrouve très facilement poussé sur Explorer. Donc je ne sais pas de quoi vous avez besoin de plus, mais utilisez des mèmes si vous voulez des mèmes. N'hésitez pas à vous inscrire sur la waiting list de Prêt-à-Poster qui va réouvrir en format shop de template. Et il y a un pack spécial mèmes et engagement et gif qui sortira, donc vous pouvez tout simplement vous inscrire sur le site de Prêt-à-Poster, vous recevrez l'info quand le nouveau shop est ouvert, et en plus vous aurez un petit code promo. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, prochaine opinion, avis, les bonus gratuits d'une valeur de 88 500 €. Alors ouais, je suis d'accord. Alors, faut savoir un truc quand même, ces derniers temps, j'ai vu énormément de contenu qui tirait un peu sur tout ce qui est bonus, sur tout ce qui est petit compteur, sur tout ce qui est deadline pour s'inscrire à des programmes. C'est vrai que sur Instagram, il y a un peu la politique de l'éthique et que maintenant, tout ce qu'on fait, le moindre petit truc marketing, c'est mal vu. Là-dessus, moi, je suis pas trop d'accord parce qu'il faut savoir que on reste des entreprises. Notre but, c'est de vendre nos produits et que oui, parfois, il faut mettre une petite carotte pour que les personnes se décident. Pas toujours, mais quand même, ça aide. Voilà, par exemple, qui n'a pas besoin de mettre une carotte, c'est par exemple le supermarché en haut de la rue. Pourquoi ? Parce que si au bout d'un moment, mon frigo est vide, si je ne vais pas faire des courses, je vais mourir très rapidement, disons-le. Formation en ligne, même si on est sur des sujets touchy, comme trouver des clients, faire grandir son business et tout, on n'a pas un danger de mort qui est là dans les 48 heures. Donc c'est important d'avoir quand même des petites carottes pour motiver notre public à passer à l'action quand ils sont dans les tunnels de vente. Donc je ne suis absolument moi pas contre le fait d'avoir des bonus, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'ici on le voit au niveau de la vie, c'est pas tellement le fait d'avoir des bonus, c'est le fait d'avoir des bonus avec des valeurs hyper extra géré, et ça on est d'accord, c'est du marketing de papy, c'est des choses qui étaient déjà has-been il y a 5 ans, c'est vraiment ce que faisaient les vieux marketeurs américains au début des années 2000, avec et tu reçois cette formation en bonus qui vaut 10 000 €, et puis ça, bon il y en a encore qui le font, voilà, moi j'appelle ça du marketing de papy, comme je l'avais déjà dit, c'est très pré-covidien comme technique également, moi je trouve que ça ne fonctionne plus et qu'on a l'air un petit peu ridicule quand on fait ça. Donc, mettre des bonus, oui, exagérer la valeur, non. Comment mettre une bonne valeur ? Moi, c'est très simple. Quand je mets des bonus dans des formations en ligne, dans des programmes, etc., je me demande toujours combien ce bonus, imaginons, je sais pas moi, un pack de templates en bonus, combien est-ce que je le vendrais seul ? Quel serait le prix si je devais vendre ce produit seul ? Et voilà, moi c'est ça et je fonctionne toujours comme cela. Et voilà, tout simplement. Mais donc on est d'accord, ça sert à rien de surexagérer. Alors ici, autre avis, du coup, marre d'entendre que de se former en ligne, c'est trop cher, les gens ne se rendent pas compte. Alors j'ai pas mis parce qu'il y avait beaucoup de messages, mais voilà, qu'en gros la personne disait qu'elle trouve que les personnes ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière une formation en ligne et que les gens disent que c'est trop cher. Alors là-dessus, moi je ne suis
pas d'accord, enfin en tout cas ce n'est pas un retour que j'ai, moi on ne m'a jamais dit que se former en ligne c'est trop cher. Il arrive que parfois les gens disent je n'ai pas le budget, ce n'est pas ma priorité, je ne peux pas investir pour l'instant, et c'est ok, mais il m'est vraiment arrivé assez rarement d'entendre c'est trop cher. Et c'est pas quelque chose que j'entends même dans le domaine du business et formation en ligne. Et j'ai quand même pas mal de potes dont c'est l'activité également d'avoir des formations en ligne. Et c'est pas un truc qui me fait écho. Donc je pense que si c'est quelque chose que vous entendez, si votre audience, si voilà, les personnes à qui vous présentez vos formations en ligne vous disent que c'est trop cher, eh ben, c'est qu'il y a un travail à faire au niveau de votre offre pour vraiment mettre en avant la valeur et mettre réellement en avant pourquoi votre public cible a besoin de suivre cette formation. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Alors là, j'entends que d'un côté, c'est assez global, en mode autour de moi, j'entends que se former en ligne, c'est trop cher. Alors encore une fois, faites attention à ce que vous entendez à l'extérieur. Si c'est votre grand-tante Gertrude qui vous a dit que les formations en ligne, c'était trop cher, est-ce que c'est votre public cible? Non, la vie, alors de la tante Gertrude, on s'en fout. Par contre, si c'est votre public cible, bien sûr, qui vous dit ta formation spécifique, elle m'intéresse, mais elle est trop chère, là, il y a un travail à faire. Donc voilà, ici on n'a pas tous les détails. Mais donc voilà, pour moi, c'est pas un avis globalement que j'entends. Donc voilà, il se peut par contre que dans certains secteurs, la formation en ligne, certes, ne soit pas encore aussi connue et développée que dans certains domaines, comme par exemple le domaine business. Là-dessus, n'hésitez pas à faire un effort en termes de communication pour montrer justement tout le travail qu'il y a derrière. Et ça peut se faire tout simplement en partageant les backstage quand vous créez un programme, mais également montrer à l'intérieur tout ce qu'il y a régulièrement en story, ne serait-ce que filmer votre écran et montrer à l'intérieur de la formation tout ce qu'il y a. Tout ça, ça peut montrer réellement. Moi, je me souviens quand j'avais montré à ma grand-mère l'intérieur de l'ancienne Selfmade Academy, elle se rendait pas compte de ce que c'était, et quand je lui ai montré sur Kajabi tout le programme, et elle a fait mais c'est toi qui as fait tout ça, c'est toi qui as fait toutes les vidéos et tout. J'étais là ben oui et c'est mon métier quoi. Et elle trouvait ça complètement dingue, et c'est vrai que quand on disait formation en ligne, elle comprenait pas trop, et là elle a vu, elle comprend pourquoi il y a du taf derrière. Donc voilà, là c'est l'exemple de ma grand-mère, mais globalement n'hésitez pas à montrer à votre audience effectivement tout le travail qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et n'hésitez pas à documenter quand vous créez, même si par exemple vous mettez à jour un module, mais montrez-le en story, montrez que voilà, vous êtes en train de mettre à jour peut-être la présentation sur Canva, montrez que vous êtes en train d'enregistrer, tout ça, ça montre réellement tout le travail qu'il y a derrière, et donc effectivement toute la valeur, et en plus ça permet de teaser, de donner envie. Bref, n'hésitez pas à faire ce travail d'éducation si vous avez l'impression que votre audience ne comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière une formation en ligne. Alors, prochain avis, les masterclass payantes. Alors là, je ne sais pas du coup ce que la personne a voulu me dire, ni quel type de masterclass. J'avoue que masterclass payante, je ne sais pas trop dans quel domaine on va. Alors, moi, je suis pas contre à la base les masterclass et les workshops payants. Donc, qu'est-ce que j'appelle masterclass, workshop payant? Ça va être quand vous allez faire un workshop en ligne, par exemple de 2 heures, et que effectivement vous allez faire payer. Alors, en général, le ticket d'entrée, c'est toujours entre 40 et 150 euros. On reste sur du produit d'appel. Par contre, ça doit être un vrai workshop. Ça doit être une mini-formation. Il faut vraiment que les personnes, elles arrivent, on bosse sur un sujet, et à la fin du workshop, elles ont fini leur sujet, entre guillemets, elles ont la réponse à leurs questions et elles peuvent passer à autre chose. On est sur de la mini-formation assez intense, et moi, ça me dérange pas, hein. C'est une offre comme une autre, ça peut être un très bon produit d'appel, ça peut être la possibilité de un jour faire une offre payante sur une thématique qu'on nous demande souvent mais qui rentre pas spécialement dans notre écosystème d'offres. Donc voilà, je suis pas trop contre à ce niveau-là. Ça peut être également l'occasion de tester des thématiques. Donc voilà, je suis vraiment pas contre ces workshops payants. Après, ici, et connaissant la personne qui m'a donné le message, on est sur autre chose, on est sur les masterclass payantes. Et là, je dois dire, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense que du coup, on est sur des masterclass un petit peu comme les masterclass de vente, les webinars de vente qu'on connaît un peu tous maintenant, mais qu'en plus, on demande aux gens de payer avant. Et je dois dire, si c'est ça, si c'est de ça qu'il s'agit, j'avoue
j'avoue, je comprends pas. En fait, je comprends pas non plus l'intérêt. Peut-être avoir un intérêt de dire qu'on va, entre guillemets, encore plus qualifier l'audience parce qu'ils vont déjà payer, entre guillemets, pour participer à un truc. Et après, quand on va leur pitcher la grosse offre payante, mais vu qu'ils auront déjà payé peut-être 50 €, ils vont être beaucoup plus motivés. Mais effectivement, je comprends pas l'intérêt et je suis pas vraiment pour. Et c'est vrai que de plus en plus, je vois maintenant alors pas du coup des masterclass, mais je vois des lancements payants. Des personnes qui par exemple vont faire des challenges de 4 jours. Et le challenge de 4 jours, le but à la fin, c'est de pitcher une offre, par exemple à 2000 jusqu'à 5, 10 000 €. Et on demande aux gens de payer pour participer à ce challenge. Et je comprends l'idée qui est d'avoir un public peut-être plus qualifié, mais effectivement, j'aime pas trop. Et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied parce que c'est couper des personnes qui rentrent, qui ne vont pas venir dans le tunnel de vente, alors que peut-être que des personnes qui n'auraient pas payé les 50 € seraient rentrées dans le challenge gratuit et auraient acheté la plus grosse offre après si on fait bien son taf. Donc voilà, pareil, les lancements du coup payants, moi je ne suis pas d'accord. Également, ce que j'ai vu, ça on l'avait vu dans la vidéo sur le lancement de Marie Forleo, il y avait une version VIP de son lancement, on payait 47 € et on avait droit à 2-3 trucs. Voilà, je trouve ça inutile aussi. J'ai vu que Stu McLaren le faisait en ce moment pour son lancement sur le membership. On fera l'analyse complète, mais également, je ne trouve pas l'intérêt. Et je trouve que quand on est en lancement, qu'on donne du gratuit pour pitcher des offres payantes, en fait, il faut juste donner un maximum, faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent participer. Et ensuite, on propose à la fin une offre payante, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Si c'est une masterclass en mode lancement, genre la masterclass de 50 minutes où on va faire 2-3 trucs et après on va pitcher son offre, demander aux gens de payer pour ça, je trouve ça en fait juste complètement débile au niveau marketing. Et n'hésite pas, si tu as des exemples, à me les envoyer après parce que je serais bien curieuse et je n'hésiterai pas du coup à pourquoi pas faire une vidéo pour un petit peu aller analyser le tunnel et un peu démonter tout ça parce que je trouve ça un peu con-con. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Alors, dernier déjà, et pas des moindres, le New Age dans le business, surtout dans le coaching. Alors c'est clairement le sujet de l'année. Dans mon podcast, je vous en avais parlé de toute façon, vous savez à la fin de chaque année, je vous fais les tendances business pour ce qui va arriver et j'avais dit qu'il y aurait dans le monde du coaching qui allait avoir des sales trucs parce que malheureusement ce côté un petit peu cette tendance new age spirituelle dans le business, dans le coaching business, voilà, tout ça en fait ça partait d'un côté en live et d'un côté il y avait des personnes qui voulaient dénoncer et que tout ça allait faire un truc pas très beau et on y est et c'est un petit peu dommage. Alors effectivement je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vendent n'importe quoi à des prix complètement voilà. Bon après, est-ce qu'on oblige les gens à acheter, est-ce qu'on leur met entre guillemets un couteau sous la gorge pour qu'ils achètent? Non, on n'oblige jamais les gens, donc voilà, au final, mon avis est un petit peu partagé là-dessus, je pense qu'il y a des dérives, mais voilà. Après, ce que je ne suis pas d'accord, moi, dans ce domaine-là, c'est qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de comptes qui se sont créés pour dénoncer, et je pense que c'est bien de dénoncer certaines pratiques, je pense que c'est bien de dénoncer certaines choses, mais que malheureusement, parfois, ça part en live, et là, on l'a vu, ça part en live. Moi, j'ai vu des personnes qui sont au final très honnêtes se faire démonter, et j'aime pas ce côté, on balance les gens. Ça, j'aime pas, mais un peu comme les comptes également, balance ta start-up, balance ton agency. Voilà, on aime bien ce côté ragot, hein, et je vais être honnête, moi quand il y a eu toutes les personnes là qui se sont fait balancer sur par exemple balance ta start-up, je suis la première à perdre des heures à aller lire toutes les stories en mode c'est pas bien ce qu'ils font, ils ont du succès mais c'est des mauvais entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ça nous rassure, parce que moi j'adore les gossips et donc voilà. Mais après si on met ça de côté, il y a des vrais humains derrière et voilà, et je pense sincèrement que si on continue comme ça, on va finir par une catastrophe, et pas que dans notre petit monde business en ligne coaching, mais dans toutes ces choses qui balancent.
On aurait pu avoir déjà un suicide suite à tout ça. Je sais que moi, une entrepreneur qui s'était fait afficher il y a 2 ans et demi sur Balance sa startup, elle a fait une très grave dépression. Alors, est-ce que c'était justifié ou pas? On ne sait pas, on n'est pas là pour juger. Mais est-ce que le but, c'est de défoncer des gens sur la place publique? Non. Et je pense que certaines choses vont un petit peu trop loin. Et en fait, c'est tellement compliqué. Et c'est rigolo parce que j'en parlais encore le week-end dernier, j'étais en mastermind et voilà, et on parlait de certains comptes qui effectivement affichent certaines personnes et il y a toujours au final 2 salles, 2 ambiances, 2 histoires, 2 avis et la vérité se trouve un petit peu au milieu et je trouve que c'est dommage que ça parte autant en live. Donc voilà, après moi en ce qui me concerne, cette tendance New Age, vraiment le spirituel, le machin, moi j'avoue qu'en fait j'y fais pas trop attention. Sauf quand il y a des petits gossips qui ressortent parce que mon côté gossip est là, j'adore en mode popcorn. Mais cela dit, quand je recherche moi des coachs, des consultants, des mentors à suivre pour m'inspirer, je ne vais pas vers ce type de personnes parce que je ne comprends rien à ce qu'ils proposent. Je ne comprends absolument rien à ce qu'ils proposent. Encore une fois, moi c'est hyper droit au but. Et donc, si moi on me dit je vais t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires et à diminuer ton temps de travail, ok, là ça m'intéresse parce qu'on est sur des choses assez factuelles. Si on me dit retrouve ton énergie féminine pour avoir une vie plus orgasmique, honnêtement, je ne comprends pas de quoi on me parle. Et donc, je ne vais tout simplement pas le suivre. Et donc, je ne fais pas attention. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire attention à ça quand on est venu m'en parler en mode, ok, il y a du rififi qui est en train de se passer. Mais sinon, moi, c'est le type de coach, de mentor que je ne suis pas. Et donc, je pense que si ça ne vous plaît pas, ben, tout simplement, ne suivez pas ces personnes et n'allez pas suivre ce qu'elles font, n'allez pas regarder et c'est ok. Et de manière générale, je pense que faire le tri dans les personnes qu'on suit, c'est tellement important. Moi, c'est quelque chose que je suis en train de faire et pas spécialement en mode c'est pas intéressant ou quoi, mais en fait, il faut vraiment avoir. Je pense que vraiment la tendance, elle doit être au fait de suivre un minimum de personnes, un minimum de contenu et garder uniquement la perle de la perle et vraiment ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse au quotidien et vous aide au quotidien. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas vexer certaines personnes, n'oubliez pas que sur Instagram, il y a la petite fonction où vous pouvez mettre en sourdine les gens. Voilà, si vous ne voulez pas vous désabonner de certaines personnes, mais si vous n'avez pas envie de voir constamment leurs posts ou leurs stories, parce que ce contenu ne vous plaît pas, vous dérange ou quoi, ben n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en sourdine, c'est quelque chose qui existe. Et moi-même, j'ai plein de personnes que je suis, mais qui sont en sourdine parce que j'ai pas envie de voir leur contenu à longueur de journée, tout simplement. Et je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui continuent de me suivre par gentillesse, entre guillemets, mais qui m'ont mis en sourdine parce qu'ils en ont marre de voir ma tronche. Et vous avez totalement le droit de me mettre en sourdine sur Instagram si vous le souhaitez. Je ne serai pas vexée. Et de toute façon, je ne le serai pas. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner également votre avis sur ces différentes thématiques. Voilà, en tout cas, moi, j'adore toujours découvrir vos avis, voir un petit peu les choses qui ressortent quand on fait ce type de contenu. Voilà, je trouve ça agréable d'avoir des épisodes un petit peu plus légers de temps en temps. Si vous n'avez pas envie de mettre cette chaîne YouTube en sourdine, si vous aimez ce type de contenu, et surtout si vous avez envie de suivre les prochains contenus qui arrivent, n'oubliez pas donc de vous abonner, c'est très important. Je vous tease déjà un petit peu ce qui arrive. On a l'analyse du lancement de Business Class, donc le programme de formation de Sophia Marusso, l'analyse du lancement de Stu McLaren sur sa grosse formation sur le membership. Donc on est quand même sur des gros bazars avec plein de choses à apprendre. Donc trop hâte, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!